Ils surgissent tout à coup aux quatre coins de l'Europe et revendiquent un État indépendant, ou tout au moins l'autonomie. J'ai nommé les séparatistes européens. Les premiers à pouvoir voter pour ou contre l'indépendance totale de leur pays seront les Écossais le 18 septembre prochain. Les Catalans aimeraient leur emboîter le pas le 9 novembre, mais Madrid oppose un refus catégorique. Les Basques ont mené leur propre combat pour l'indépendance, l'arme au poing. Résultat, des centaines de morts et un très haut niveau d'autonomie. D'autres mouvements séparatistes sont plutôt folkloriques, comme en Vénétie. En mars, une grande majorité des Vénètes a voté en ligne pour l'indépendance, mais sans la moindre conséquence politique. Les Tyroliens du Sud continuent eux aussi à rêver d'indépendance, mais cette aspiration reste pour l'heure du domaine du rêve. Les nationalistes flamands ont davantage de poids politique. S'ils continuent à participer à une politique belge commune, leur victoire aux élections parlementaires les rapproche de leur but, qui est d'obtenir l'indépendance de la Flandre vis-à-vis de la Wallonie francophone. Dans cette course à l'indépendance, les Écossais sont en tête. Feront-ils de la Grande-Bretagne une petite Bretagne en votant pour l'indépendance le 18 septembre ? Pour le moment, ils semblent envisager cette option le plus sereinement du monde. Mais il est évident que leur séparation d'avec le Royaume-Uni entraînerait un véritable séisme politique. Qu'adviendrait-il de leur statut dans l'UE ? Continueraient-ils à en faire partie ? Et avec quoi paieront-ils leur whisky ? Des livres, des euros ou une nouvelle monnaie ? Et où la reine ira-t-elle en vacances si l'Écosse ne fait plus partie de son royaume ? Beaucoup de questions en suspens, mais des pronostics toujours plus précis. Si les camps pour et contre semblent s'égaliser dernièrement, de nombreux Écossais ne savent pas encore trop quelle case ils vont cocher. D'ici là, on garde les vieilles habitudes en répondant aux questions irrésolues avec un humour typiquement british. Qu'est-ce que l'Écosse ? Qui sommes-nous ? Nous ne sommes pas une région britannique, mais un pays en soi, chantent ces jeunes comédiens. Le gros de la troupe est pour l'indépendance et se sent assez fort pour y faire face. Le festival Fringe d'Édimbourg réunit comme tous les ans de jeunes Écossais créatifs. Leur position est claire, ils disent « Yes ». Yes à l'indépendance, un rêve qui occupe leurs pensées jour et nuit, même lorsqu'ils se relaxent autour d'un verre après une représentation. Pour moi, cocher Yes, c'est voter pour plus de démocratie. Avec un gouvernement que nous aurons élu nous-mêmes. Nous n'avons pas les mêmes vues politiques que les Anglais. Nous sommes bien plus écolos, moins conservateurs, plus tournés vers le social. On veut pouvoir décider de la façon dont on sera gouverné. C'est l'idée de base, retrouver le contrôle de notre pays. Le contrôle total. Derrière toutes ces réflexions, il y a cet homme. Selon les derniers sondages, Alex Salmond, actuel Premier ministre écossais, a rallié la moitié de ses compatriotes à sa cause. Il ne veut plus envoyer l'argent des contribuables à Londres et on ne l'en aime que plus. L'indépendance est donc la meilleure option pour nous. L'Écosse doit être gouvernée par un parlement écossais. L'adversaire numéro 1 d'Alex Salmond, c'est le Premier ministre britannique qui incarne tout ce que les Écossais ne peuvent pas supporter chez les Anglais, mais avec lequel il faut pourtant bien continuer à composer. Ah, cette arrogance britannique et ces Londoniens qui ne jurent que par les bancs. Il est un peu à la Catalogne ce que Sean Connery est à l'Écosse, l'entraîneur Pep Guardiola. S'il a quitté le Barça pour rejoindre le Bayern Munich, il n'en affiche pas moins publiquement son soutien à l'indépendantisme catalan. Oui, c'est un classique dans le répertoire des luttes pour l'indépendance. Quiconque a déjà mis les pieds à Barcelone, ne serait-ce que l'espace d'un week-end, n'a pu manquer de s'en apercevoir. Les Barcelonais ne ratent pas une occasion de préciser haut et fort « Je ne suis pas espagnol, je suis catalan ». Et pour en revenir à Pep, lui non plus ne déroge pas à la règle. Il a même participé à une manifestation à Berlin. Nous, les Catalans, nous voulons voter et décider de notre avenir par voie de référendum. Cet appel s'adresse à tous les citoyens d'Europe. Le problème pour les Catalans, c'est que contrairement au gouvernement britannique qui a permis aux Écossais de procéder à un référendum, le gouvernement espagnol a tiré un trait sur les projets d'autonomie de la Catalogne. Le référendum prévu pour le 9 novembre a été tout bonnement interdit par Madrid. Mais les séparatistes ne se laissent pas impressionner. L'heure a sonné, clament les indépendantistes catalans, et de faire flotter l'Eustelade, leur drapeau étoilé officiellement interdit.
Núria Quintana a juré fidélité à la cause séparatiste. Mère de 2 enfants qu'elle élève seule et secrétaire de métier, elle y consacre tout son temps libre. Idem pour Jordi Raura, mécanicien. Sur une plage de la Costa Brava, ces 2 leaders régionaux sont aujourd'hui encore à l'œuvre pour le compte de leur organisation séparatiste, la Assemblea Nacional Catalana. Leur objectif, rallier à leur cause catalans et touristes. Le 9 novembre, nous voulons voter pour l'indépendance, mais pour cela, il faut que Madrid nous y autorise. C'est bon pour notre économie. Et puis nous sommes catalans, pas espagnols. La Catalogne est une région prospère qui a d'ores et déjà le statut de communauté autonome. La culture et la langue catalane sont enseignées à l'école. Alors pourquoi ce besoin de couper les ponts avec l'Espagne? Nous sommes opprimés. Madrid a taillé dans le budget catalan de la santé, de l'éducation et de la culture. Si vous saviez la quantité de gens qui vivent mal ici. Des amis à moi en sont réduits à mendier pour manger. Pas d'armes ici, mais des larmes. Ces séparatistes emploient la méthode douce. Ils savent que la crise sévit dans toute l'Espagne, mais ce qu'ils voient surtout, c'est leur situation à eux, et elle n'est pas reluisante. Ils collectent donc des voix pour le référendum du 9 novembre, qui risque fort de ne pas avoir lieu, car le gouvernement catalan a certes promis de donner son accord, mais seulement si le gouvernement central de Madrid donne d'abord le sien, pour que tout se déroule dans la légalité. Or, Madrid dit non, sur décision parlementaire. Non loin de la Costa Brava, le village de Núria et Jordi, Sant Pere Pescador. Une des nombreuses communes catalanes qui, en 2010, ont fait voter leurs habitants pour ou contre l'indépendance, symboliquement 100 ans. À l'intérieur de la mairie, le drapeau espagnol est remplacé de la Hada. Mais est-ce que quelque chose a déjà changé? Non. En tant que commune, nous faisons toujours partie intégrante de l'administration d'État. Et nous continuons à obéir aux lois de Madrid. Dans l'intimité de son garage, Jordi nous confie un autre acte de rébellion. Comme tous les Catalans, les séparatistes envoient leur déclaration de revenus à Madrid, sauf que ils envoient également une copie à une organisation catalane. Si tous les Catalans faisaient comme moi, notre gouvernement régional connaîtrait le montant exact de nos revenus et pourrait mieux préparer l'indépendance. Nos impôts doivent d'abord profiter aux Catalans. Je veux que mon fils de 18 ans trouve du travail. Il a fini l'école et se retrouve sans emploi. Nos médecins vont ailleurs en Europe. Notre système de santé ne cesse d'empirer. Il y a de plus en plus d'élèves dans les classes et toujours moins de professeurs. Je veux que mon argent, mes impôts restent en Catalogne. À en croire les sondages, le nombre de séparatistes a doublé dans le sillage de la crise. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, 40% des électeurs tout au plus pensent voter pour. Même si Madrid dit non au référendum, nous installerons des urnes dans toutes les villes et tous les villages. Chin-chin. Utilisées comme instrument de propagande, ces canettes contiennent une boisson énergétique. Et de l'énergie, il leur en faudra pour imposer le référendum du 9 novembre et après lui l'indépendance. Pour l'instant, tout cela demeure une joyeuse utopie. Elle serait encore plus joyeuse avec un peu de vodka. Ces méthodes douces ne sont pas du goût des séparatistes de Vénétie. Pour réaliser leur rêve d'une république de Venise indépendante, ils sont allés jusqu'à fabriquer un char d'assaut de leurs propres mains. Les carabinieri n'ont pas trouvé ça amusant du tout et l'ont confisqué. La région de la plaine du Pô, qui englobe la Vénétie, aspire elle aussi à l'indépendance. La nouvelle nation prendrait le nom de Padanie. Elle a déjà sa propre équipe de foot qui participe depuis quelques années à la Coupe du Monde, à l'instar des nations indépendantes. Plus au sud, d'autres séparatistes encore font des remous en Sardaigne. Mais eux ne souhaitent pas se retrouver tout seuls. L'idée, c'est de se libérer du joug de l'Italie pour s'acoquiner avec quel autre pays? Attendez, on ne voit pas bien. Avec quel autre pays? Ça, c'est la Sardaigne, des kilomètres de plage, une brise légère et des températures estivales avoisinant les 30 degrés. Et ça, Suisse.
Des montagnes propices au ski et à la randonnée, le corps des Alpes et d'authentiques fromages suisses. Ces deux univers seront peut-être un jour réunis si tout se déroule selon les plans d'Andrea Caruso et Enrico Napoleone. Nous voulons que notre île devienne le 27e canton de Suisse. Une île de la Méditerranée intégrée à la Confédération suisse. La Sardaigne est un pays magnifique, doté d'un climat particulièrement excellent. Il y a ici 1,5 million d'habitants. C'est invraisemblable qu'une région qui a autant de ressources ne réussisse pas à pourvoir au bien-être d'1,5 million de personnes. Andrea Caruso et Enrico Napoleone sont deux vieux camarades d'école. Il y a 2 ans, ils ont lancé l'initiative Canton Marittimo. Ils ne veulent plus être rattachés à une Italie en dérive et préfèrent s'arrimer à un partenaire plus attrayant, en l'occurrence la Suisse. Je travaille en freelance. Alors il vaudrait mieux peut-être que vous posiez la question à mon copain. Moi, j'ai déjà envisagé d'aller m'installer en Suisse parce qu'en Italie, la situation est particulièrement difficile pour les jeunes. Il n'y a pas d'allègements fiscaux ni rien. Ce sont des gens comme elle dont Enrico et Andrea ont besoin pour faire avancer leur cause. L'essor de son négligent. Notre économie va mal. Tout ce qui peut améliorer la situation est bienvenu. Comme je le disais justement à mon ami, je croyais que c'était une blague qui circulait sur Facebook. Ça me semble un peu bizarre comme idée. Tenez, collez cet autocollant sur votre voiture. Certainement pas. Ou alors juste pour me moquer de vous. Les deux hommes n'ont encore parlé à aucun membre du gouvernement suisse, mais ils y comptent bien. Ils vont se battre pour leur canton Marittimo et qui sait, peut-être dira-t-on bientôt en Sardaigne. C'est ça, Grüezi, quoi de plus naturel. Bon, sérieusement, l'autonomie, c'est si important que ça? C'est quelque chose de positif. Si les régions parviennent à fonctionner de façon autonome et à avoir leur propre système économique, alors oui, pourquoi pas. D'un côté, tout le monde veut entrer dans l'Union européenne. La Croatie l'an dernier, le Monténégro, la Serbie peut-être dans 10 ans. Et de l'autre côté, de plus en plus de régions revendiquent leur indépendance. C'est complètement contradictoire. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi, j'aime aller en Écosse par exemple, et je m'y sens chez moi. Alors forcément, je n'aime pas l'idée que ça devienne un pays à part. Et comment les choses se présentent-elles pour un pays qui a obtenu son indépendance? Ça n'est pas si facile que ça, comme le montre l'exemple du Monténégro. Après avoir fait partie de la Yougoslavie pendant près de 90 ans, puis brièvement rattaché à la Serbie, il est devenu indépendant en juin 2006. Depuis, il doit se débrouiller tout seul sur les plans économiques et politiques. Pas facile pour un pays sans expérience de la démocratie. Son entrée dans l'Union n'est pas encore pour demain. Non, nous ne sommes ni à Nice ni à Monaco, mais au Monténégro. La ressemblance avec les destinations de vacances préférées de la jet-set en Europe est voulue, car Porto Monténégro est le gros projet de construction de prestige depuis l'indépendance. Un nouveau Monaco doit voir le jour dans les Balkans. La marina est calquée sur le modèle européen pour mieux attirer les touristes de tout le continent. Plus loin sur la côte, moins de luxe peut-être, mais une enfilade d'hôtels, dont la plupart ont été construits dans les 8 dernières années, car le tourisme est depuis l'indépendance le moteur de l'économie. Voilà à quoi ça ressemblait avant le référendum, et voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je vous laisse juger. La position de Yasmine Sabanovic est claire. Sa famille et lui ont acheté des terrains et fait construire un petit hôtel le long de l'Aute. Ils ont investi dès le lendemain du référendum. Aujourd'hui, Yasmine est l'un de ces nombreux hommes d'affaires qui profitent vraiment de l'indépendance. Quand nous faisions encore partie de la Serbie, tout était compliqué. Tous les permis, tous les documents étaient délivrés par Belgrade. Il y avait trop d'obstacles pour investir. Beaucoup de gens étaient découragés d'avance. L'indépendance du Monténégro a été une excellente décision. Ça a aussi nettement amélioré nos relations avec les autres pays.
Maintenant, Yasmine espère que son pays entrera bientôt dans l'Union européenne. Voilà 2 ans que les négociations ont commencé. Les touristes aussi sont d'avis que le Monténégro a toutes les raisons d'entrer dans l'Union, et ce, le plus vite possible. Le Monténégro devrait adhérer à l'Union. Ensemble, on formerait une grande famille. Ce sera plus simple pour les touristes. On n'aura plus à faire la queue à la frontière. Le pays devrait peut-être d'abord améliorer 2 ou 3 choses. C'est un joli pays, alors pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Peut-être parce que ceci aussi fait partie de la réalité au Monténégro. Un attentat à la bombe dirigé contre le quotidien Vijesti. L'explosion n'a pas fait de victimes. C'était une manœuvre d'intimidation. Et il y en a eu d'autres, car Vijesti est l'un des rares journaux monténégrins indépendants. Ce qu'on peut y lire ne plaît pas à tout le monde, sachant qu'on y critique ouvertement le gouvernement, en place depuis 25 ans, pour ses abus de pouvoir et les divers scandales de corruption qui entachent même les plus hautes sphères politiques. Quand le gouvernement déclare publiquement que Vijesti est un monstre, un ennemi de l'État, un rat, et qu'il faut dératiser le pays, il semble légitime dans ce contexte-là d'agresser les journalistes. Surtout quand ce genre de déclaration vient du Premier ministre. En matière de liberté de la presse, le Monténégro est une lanterne rouge en Europe. Dans le classement mondial de Reporters sans frontières, il est passé de la 58e place à la 114e place en l'espace de 8 ans. Tufik Softic en a lui aussi fait les frais. L'été dernier, une bombe a explosé sous sa voiture. C'est la 2e fois qu'il se fait agresser. En 2007, 2 hommes l'ont passé à tabac. Il a fini à l'hôpital. Tufik est journaliste d'investigation pour Vijesti. Il écrit sur la mafia, le trafic de drogue et les crimes en général. Aujourd'hui, sa famille vit dans la peur, car les agresseurs de Tufik sont toujours en liberté. Et ce n'est pas un cas unique au Monténégro. J'ai l'impression que quelqu'un a fait obstacle à l'enquête à un moment donné. Ils avaient dû arriver à un point où ça touchait des gens trop haut placés. Au sein du gouvernement, par exemple. Comment cette chasse aux journalistes pourrait-elle être compatible avec les valeurs démocratiques et les droits de l'homme défendus par l'Union européenne ? La liberté de la presse est l'un des points les plus importants de la négociation. Celle-ci ne pourra avancer que lorsque le Monténégro sera en mesure d'assurer un environnement sain aux journalistes. Tufik Softic pense que ça risque encore de prendre un certain temps. Depuis l'explosion de sa voiture, 2 policiers l'escortent 24 heures sur 24. Pour entrer dans l'UE, le Monténégro indépendant devra pourtant s'aligner sur les normes européennes. Ce n'est pas gagné d'avance. Et c'est maintenant à nous de nous séparer. Mais nous ne revendiquons pas l'indépendance absolue. Restons plutôt connectés via Facebook et dites-nous ce que vous pensez de tous ces mouvements séparatistes européens ou éventuellement de qui vous-même voulez vous séparer. Salut. J'aime l'Europe parce que ça facilite la vie aux gens avec les normes, les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Mais ce qui me dérange, c'est que ce soit toujours orienté business. Europe, à voir, à revoir sur Arte+7.